Moi, mon sujet sur l'avenir, qui est à fait assez angoissant. D'ailleurs, je vois que j'ai un public, comment dirais-je, peu nombreux pour écouter cette affaire-là. C'est de réfléchir, là, sur celle-ci, à ce qui s'est passé pour qu'on ait une vision aussi inquiétante de l'avenir. D'accord ? Alors ensuite, ça sera beaucoup plus thématique et on va dire facile à suivre. La suivante, ça sera sur Hollywood et la version du cinéma, les images que la SF et le cinéma hollywoodien donnent de l'avenir. Ça a lieu, puisqu'on m'a demandé de donner les dates, le 13 février. Ensuite, le 13 mars, les Gilets jaunes vont bien m'occuper avec la question de l'avenir de la démocratie. Et ça se termine en avril, donc il y en a une par mois. Et la dernière, c'est le 10, c'est l'écologie, la question de l'écologie et de la crise écologique, vue aussi à travers une histoire. C'est-à-dire qu'il y a un côté tragédie dans cette affaire-là. Donc regardez quels sont les scénarios qui sont mis en place et comment ces scénarios reprennent des vieux schémas narratifs. Voilà. Donc on démarre celle d'aujourd'hui, la question de l'avenir, en sachant que l'avenir, à la différence des autres dimensions du temps, l'avenir a une caractéristique, c'est que c'est la dimension du temps qui intègre le plus l'aspect social. C'est-à-dire qu'en fait, dans une vie humaine, notre passé, on se les construit, notre présent nous appartient, mais l'avenir, lui, il est construit par la société et profondément modifié par l'ambiance dans laquelle on vit. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, l'ambiance sur l'avenir est lourde. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé ce qu'on va analyser, et c'est une histoire qui est finalement assez longue. Pour comprendre dans quel état nous sommes vis-à-vis de l'avenir, il faut intégrer une histoire qui remonte à peu près au XVIe siècle. Alors, donc, un avenir angoissant. Un avenir angoissant, pour la petite histoire, il y aura beaucoup de références à Nicolas Hulot dans cette conférence. Et Nicolas Hulot a sorti, je ne sais pas si vous avez suivi, un film il y a quelques années qui s'appelait Le syndrome du Titanic. Et l'idée est de dire que, en fait, on s'avance vers une immense catastrophe annoncée, inéluctable. Et donc nous sommes comme les passagers orgueilleux de ce bateau, dont vous savez qu'il avait une des raisons du naufrage du Titanic, c'est la vitesse à laquelle il se déplaçait. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Il allait très vite au moment de l'impact. Il allait très vite parce que c'était la première traversée et le but, c'était de battre un record de vitesse. Et ça va assez bien avec notre monde technique, convaincu de notre toute-puissance, ayant légèrement oublié le poids de la nature. Donc on est en fait les passagers orgueilleux du bateau, alors qui est non seulement le bateau de l'arrogance technique, mais aussi celui de l'injustice. Alors pour la petite histoire sur le Titanic, ils ne sont pas tous morts de la même façon. Il y avait 3 types de passagers. Et vous avez ici le passager le plus riche du bateau. Alors il est mort celui-là. C'est monsieur, alors là c'est monsieur tout seul, Astor. Mais 60% des passagers du bateau humain de l'époque, les passagers de première classe ont survécu. Et seulement 25% des passagers de troisième classe. Et c'est évident que si la crise écologique s'abat, sur qui elle s'abat en priorité aujourd'hui? Très clairement sur les pauvres. C'est peut-être aussi pour ça que la question de l'avenir dans les pays riches ne mobilise pas l'attention autant que cette question-là dans les pays pauvres. Donc, à la différence du Titanic, évidemment, le Titanic a été un drame. C'est-à-dire qu'en 1912, quand il s'échoue, nul ne devine évidemment ce qui va se passer. Et d'ailleurs, c'est ça qui fera l'essentiel des morts, c'est qu'ils vont tarder à mettre les chaloupes à la mer. Certaines de ces chaloupes, les premières, seront très vides d'occupants et ils ne vont pas se rendre compte. Donc, nous, à la différence du Titanic, de cette catastrophe-là, bon, là, un drame, c'est-à-dire un événement complètement imprévu, personne ne s'attend à ce qui va se passer. Nous, et c'est l'idée évidemment de Nicolas Hulot, nous sommes les passagers conscients du Titanic.
C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans le drame, mais nous sommes dans la tragédie. Nous pensons que le pire est devant nous. Que d'un certain côté, nous pressentons que dans l'avenir, il y a un iceberg qui nous attend, peut-être même plusieurs, qui sont tapis dans les brumes de l'avenir et qui, malgré cette conscience, rien ne nous détourne de notre route. Nous continuons à foncer quasiment en musique sur ce qui peut devenir une tragédie. Alors, quels sont les icebergs qui peuvent nous attendre en 2019? Alors, l'iceberg financier et boursier, il est annoncé de façon très claire par tous les économistes. Alors, il y en a qui disent, enfin pas mal d'ailleurs, qui disent que si une crise doit arriver, elle arrivera en Chine et elle fera des déflagrations terribles. Bon, voilà. L'iceberg social. Bon, l'air de rien, en France, on en a eu un petit avant-goût avec les gilets jaunes, c'est-à-dire un monde tellement inégalitaire aujourd'hui qu'1% des humains détiennent 99% de la richesse de cette terre. Ces inégalités créent évidemment des déséquilibres terribles. Et le dernier iceberg, évidemment le pire, c'est l'iceberg écologique. Alors pour la petite histoire, l'Antarctique se fragmente. Donc il y a vraiment des icebergs dans l'Antarctique et à un rythme 6 fois plus rapide qu'il y a 30 ans. Donc laissant augurer sans doute ce qui serait la pire menace du réchauffement climatique, c'est-à-dire une très forte montée des eaux. Alors juste pour vous donner un ordre de grandeur, ça n'arrivera évidemment pas, mais si, enfin à brève échéance ça n'arrivera pas, si l'Antarctique, tout l'Antarctique fondé, c'est 57 mètres de plus que nous gagnerons en termes de hausse du niveau des mers. C'est la moitié des réserves d'eau douce de la planète, l'Antarctique. Alors nous, on ne va pas... le but de cette conférence, parce que sinon tout le monde, il y a déjà peu de gens et tout le monde sortira avec un moral à plat, nous n'allons pas détailler pendant 1h30 tous les icebergs qui nous attendent. Sinon, on transformerait une soirée hivernale en un espèce de récital désespéré. Et d'ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps à la faire, cette conférence. Là, c'était fini, j'ai passé mes nuits. Donc l'enjeu, c'est d'analyser, nous, la dimension sociale de l'avenir et de comprendre comment le monde en est arrivé là. Comment nous sommes aujourd'hui, non pas dans quelque chose qu'on peut juste analyser en disant « bah voilà, l'affaire a tourné comme ça ». Non, l'affaire devait, d'un certain côté, tourner comme cela. Il y a d'immenses décisions qui ont été prises dans le passé qui nous mènent dans la situation actuelle. Alors, on va commencer par quelque chose qui vous paraît peut-être un peu mystérieux, que j'ose mettre les temps religieux où l'avenir n'existait pas. Alors vous allez dire, ah bah là, c'est vraiment une conférence de philosophie, qu'est-ce que ça veut dire, depuis quand il y a eu une époque du monde où l'avenir n'existait pas? Et si, l'avenir n'a pas toujours existé. L'avenir est en fait l'œuvre de l'Europe au XVIIe siècle. C'est elle qui le crée, vraiment, ce qu'on appelle l'avenir. C'est cette époque, cet endroit, qui va faire naître cette notion très inquiétante en fait. L'avenir, vous allez voir, c'est pas rassurant, qui n'existait pas avant. Alors qu'est-ce que connaissaient les êtres humains avant? Ils connaissaient le futur. Et le futur et l'avenir, ça n'a rien à voir. Alors, bon, il n'y a pas d'explication, alors attention, je vous explique. C'est en termes étymologiques qu'il faut comprendre les choses. Je fais un petit cours d'étymologie rapide pour que vous voyez bien la différence entre ces deux notions. Avenir vient d'une contraction de deux mots, à, venir. D'accord? Alors que futur, c'est un temps du verbe être. Futur, c'est le participe futur du verbe être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui sera. C'est donc une dimension du présent, le futur. C'est quelque chose qu'on a anticipé. On est dans le futur chaque fois qu'on ouvre un agenda et qu'on écrit à une date bien précise, voilà, je ferai ça tel jour. Ça, c'est du futur. Et c'est d'ailleurs notre capacité à nous, les humains, à vivre et à anticiper sur le futur qui a fait de nous l'espèce supérieure de cette planète. Nous sommes la seule espèce capable de nous projeter dans le futur. Mais l'avenir, lui, alors autant le futur a une dimension sympathique qu'on appelle la prospective, on peut donner des visages au futur, autant il n'y a pas d'avenirologie.
Il n'y a pas de science de l'avenir. L'avenir est mystérieux. L'avenir est chaotique. L'avenir est rempli de dangers. Alors on pourrait se dire, quel était l'intérêt de faire naître l'avenir? L'avenir est la rançon de la liberté. Et au XVIIe siècle, on se retrouve avec des gens, un petit groupe de gens, qui, eux, vont inventer la liberté. Mais revenons au temps religieux, nos ancêtres ne vivent pas dans le futur. Alors c'est très difficile à imaginer pour nous, parce que nous vivons, enfin ils vivent dans le futur, mais pas dans l'avenir. Nous vivons dans l'avenir et dans le futur. On a ces deux dimensions. On a du mal à penser ce qu'était la vie de nos ancêtres quand ils vivaient dans un monde entièrement prévisible. Alors qu'est-ce que ça donnait? Comme ils n'avaient pas de liberté, ils menaient une vie prévisible dont leur existence était décidée par l'autre. Alors, mettez-vous dans l'esprit d'un homme qui sait qu'il va reprendre le métier de son père, d'une femme qui sait qu'elle va mener la même vie que sa mère, et quand ils sont adultes, ils sont sous la tutelle permanente du pouvoir et de la religion. Ils vivent dans un monde où ils sont les sujets du roi, les créatures de Dieu. Bref, ils vivent dans un univers totalement balisé. Et donc, de ce fait-là, qu'est-ce que c'est que pour eux, ce qui se passera, c'est ce qui doit être. Ce qui est en fait qu'une forme d'extension du présent et une déclinaison du verbe être. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que de temps en temps, ils n'aimaient pas imaginer ce qui allait se passer, mais ils savaient dans leur tête profondément que l'avenir était lisible. Et donc ils s'en remettaient pendant très longtemps. Par exemple, l'Église a dû combattre l'astrologie. C'est-à-dire qu'on allait voir ceux dont on était convaincu que eux savaient la façon dont les choses tournaient. Alors par exemple, c'était le cas quand il y avait un mariage, une bataille. On essayait, les généraux, c'était très très régulier, ces tentatives de lire dans l'avenir ou de faire lire dans l'avenir, les histoires d'Astérix avec ouvrir les entrailles d'un animal pour savoir, c'est pas une blague, ça participait à cette vision balisée du temps. Alors nous évidemment, qui vivons dans un temps complètement différent, fait de divorces, de déménagements, de voyages, de ruptures affectives et géographiques, on a du mal à se mettre dans l'esprit du monde dans lequel vivaient nos ancêtres. C'est assez difficile d'imaginer un univers entièrement rendu prévisible au niveau individuel. Donc une absence presque totale de liberté. Alors, sur la marche globale du monde, parce qu'il y avait la version individuelle du futur balisé, et il y avait la version collective, eh bien, le monde était entièrement pris en charge par la religion. Je rappelle à ceux qui l'ont oublié, ça démarre par la Genèse, donc ça raconte une aventure dans le temps, la Bible. Ça démarre par la Genèse, ça se finit par l'Apocalypse. Et donc c'est une histoire qui est entièrement, on sait ce qui va se passer, on sait comment ça se termine, et contrairement à ce qu'on pense nous, l'Apocalypse c'est très bien dans la religion, c'est pas du tout l'image qu'on se fait nous. Et par exemple, Bossuet, au XVIIe siècle, quand il écrit son livre qui s'appelle Histoire universelle, alors Bossuet, il n'a aucun problème de datation. Aujourd'hui, on ne cesse de remonter dans le temps quand on dit d'où vient l'homme, est-ce qu'il a 200 000 ans, on remonte constamment dans le temps. Moi, dans ma jeunesse, on disait l'homo sapiens a 30 000 ans. Bon, il a beaucoup vieilli, l'homo sapiens. Alors Bossuet, il n'avait pas ces problèmes-là à se poser. Il comptait à partir d'Adam. Après, il faisait l'âge de tous les patriarches et il disait le monde a 6000 ans. Voilà. Donc il était positionné dans un temps complètement pris en charge par le religieux. Et donc dans ce monde, on allait vers le salut. Non seulement donc on partait de la Genèse et on allait vers le salut. Et là, c'est intéressant de voir la différence de regard sur l'Apocalypse pour nous et pour eux. On a fait un total contresens de lecture. Et ce contresens de lecture s'explique par le fait que nous soyons sortis complètement du futur. Quand on est dans le temps religieux, qu'est-ce que c'est que l'Apocalypse? C'est absolument pas une fin catastrophique, c'est l'accomplissement du projet divin. C'est le moment où la terre sera devenue la terre de Dieu.
Alors, je vous cite cette phrase grandiose. « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien monde s'en est allé. » Voilà ce qu'est l'Apocalypse pour les chrétiens jusqu'à la fin du XVIIe siècle. D'accord ? Nous, quand on pense à Apocalypse, hein, je vous ai mis une image assez révélatrice de notre vision de la prophétie, c'est dans notre esprit, parce que nous vivons en compagnie de cet avenir terrifiant que ne connaissaient pas nos ancêtres. Apocalypse, c'est catastrophe effrayante, fin du monde des hommes. Voilà, c'est comme ça qu'on le voit. Alors, ce temps religieux va prendre fin avec les humanistes. Et alors, dans un premier temps, il ne sera pas inquiétant parce que on ne va pas avoir l'avenir inquiétant, le nôtre. Hein, l'avenir inquiétant démarre en fait très très récemment, pauvre de nous. Hein. C'est une nouveauté dans l'histoire de la sociologie de la pensée, l'avenir. L'avenir au départ a la vision en fait du progrès. Alors je vous explique ce qui se passe. Revenons à notre monde balisé où les fils faisaient le métier des pères, où la liberté était vraiment très très réduite. Dans cet univers-là, il y a un petit nombre de gens libres, ce sont les humanistes. Et ces gens libres vont revendiquer le fait de quitter le monde du futur et de son côté déterminé pour rentrer dans un nouveau monde qu'ils nomment le progrès. Alors le progrès, nous, on pense tout de suite, progrès égale progrès technique. À l'époque, hein, les humanistes du XVIe siècle ne le voient pas du tout comme ça. Pour eux, progrès égale possibilité d'être libre. C'est comme ça qu'ils définissent le progrès, la première vision du progrès. C'est le fait pour l'homme de se débarrasser de toutes les tutelles, de prendre en charge son propre destin. Alors ça veut dire quoi ? Les fils qui obéissaient au père, les pères qui obéissaient au roi, les rois qui obéissaient à Dieu, toute cette cascade qui rendait la vie prévisible commence à être menacée par les humanistes. Et donc la modernité est considérée comme la possibilité historique de la liberté. C'est la modernité qui, pour la première fois, pense réellement l'avenir. Alors l'avenir, c'est quoi pour un être libre ? C'est distinct du présent, et c'est pour ça que c'est de l'avenir et pas du futur. C'est pas ce qui sera, mais ce que je veux en faire. Et de ce fait-là, ça change complètement la donne. Et donc, évidemment qu'au XVIe siècle, quand cette révolution se produit, elle ne peut prendre qu'un visage radieux. Enfin libre. C'est un ton qui appartient enfin à l'homme. Alors, dès le XVIIe siècle, il y a une évolution qui va se produire. Et qui est une évolution qui n'est pas passée tout de suite, on s'en est pas tout de suite rendu compte. Cette évolution, c'est en fait que l'idée de liberté va s'associer, et ça c'est très important pour la suite des événements, à l'idée de puissance. C'est-à-dire que l'idée du progrès va passer un pacte secret avec la puissance. Quel est le raisonnement ? On ne peut pas être libre si on n'est pas puissant. Tant qu'on est dominé par la vie, par la nature, par la pauvreté, il n'y a aucune liberté possible. Et donc, le progrès va prendre une autre ampleur dans ce pacte avec la puissance avec Francis Bacon et René Descartes, que vous voyez là. Alors René Descartes, il a sorti deux phrases qui ont laissé des souvenirs pour toujours. Le fameux « je pense donc je suis » et une autre qui est « le progrès nous rendra maîtres et possesseurs de la nature ». Mon Dieu, c'est ça dont on paye aujourd'hui le prix, et un prix élevé. Hein. C'est de cette phrase-là. Donc, Francis Bacon invente la méthode expérimentale et une arme de la raison qui va permettre à l'homme de prendre possession de la nature. Rappelez-vous, ou peut-être, au XVIIe siècle, il y a des loups qui dévorent les enfants. Hein. À ce moment-là, le rapport entre la nature et nous, c'est pas pauvre nature victime de notre toute-puissance, c'est l'inverse. Hein, c'est-à-dire que pendant des milliers d'années, l'homme a été d'un certain côté persécuté par la nature. Donc dire pour la première fois au XVIIe siècle, les choses vont s'inverser, nous allons prendre possession de la nature, nous allons la dominer, c'est une idée
totalement neuve et c'est l'horizon, pour Descartes, du progrès humain. La liberté va passer au second plan. Sans le dire, la liberté passe au second plan et c'est la puissance qui va passer au premier plan. Donc l'avenir n'est plus le temps de la seule libération individuelle, il va être pris en charge par un discours, celui du progrès. Alors je vous ai mis l'homme de Vitruve, de Vinci. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour la première fois dans l'histoire, c'est l'homme qui prend les manettes de son destin. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Ça veut dire on va construire notre histoire et pas celle de Dieu. Notre histoire ne mènera pas à la Jérusalem céleste. Alors, ils ne le disent pas encore très fort au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, ils vont commencer à le dire de façon plus nette. Et progressivement, au XIXe siècle, c'est réglé. La cassure entre le monde des humanistes et la religion est consommée. D'accord? Mais clairement, l'enjeu du progrès, c'est de penser... Alors, non seulement, nous allons nous libérer de Dieu, nous allons devenir maîtres de notre destin, mais c'est pensé comme un phénomène total par ces humanistes. C'est-à-dire que non seulement on va devenir libre, puissant, mais également moraux. Alors là, on ne sait pas pourquoi. Enfin bon, dans l'idée, nous allons devenir meilleurs. Est-ce que la puissance et la bonté vont de pair? C'est difficile à dire. Enfin, les exemples historiques auraient plutôt tendance à considérer que ce rêve-là était peut-être un peu au-dessus des forces des humanistes. Et donc, ce phénomène total, l'idée que le progrès amène le bien pour tout, fait du progrès une véritable religion. Vous ne devez absolument pas voir le progrès comme un phénomène scientifique à l'époque. Le progrès, c'est une religion. C'est-à-dire, de la même façon qu'il y a eu la religion chrétienne, il y a une religion du progrès qui se met en place. Et l'idée, c'est que l'homme va mener l'histoire vers le bien. Dieu devait mener l'histoire vers le bien, et maintenant, c'est le tour de l'homme de mener l'histoire vers le bien, en s'appuyant sur le bras armé de la raison, à savoir la technique. Et donc l'idée, c'est que l'homme devienne meilleur, dans une société en amélioration permanente, et à la fin des temps, on a la paix universelle. Voilà la façon dont le XVIIe et le XVIIIe siècle conçoivent l'avenir. Alors ça va donner de très sympathiques utopies qu'on appelle les fictions d'anticipation. Alors la toute première, elle date de 1771, elle est l'œuvre du monsieur tout à fait représentatif de l'époque de la Révolution, avec un vrai lumière, qui s'appelle Mercier, et qui imagine Paris. Alors c'est très mignon son imagination de Paris, il imagine Paris, donc il l'a écrit en 1771, 700 ans plus tard. Donc le bouquin s'appelle 2440. Et en fait, le rêve décrit mérite vraiment qu'on s'y arrête. Alors l'idée, évidemment, c'est d'imaginer Paris quand les lumières du progrès l'ont éclairé et ont éclairé le monde entier. Alors pourquoi c'est rigolo? C'est que vous allez voir qu'en fait, il y a plein de rêves qui pourraient encore être les nôtres, si on croyait encore à la religion du progrès. Alors, assez rigolo, il imagine un Paris végétalisé. C'est-à-dire en 1771, il imagine des plantations, de la verdure, des fleurs sur les toits de Paris. Donc, il imagine aussi un Paris mondialisé. Alors ça, c'est aussi amusant. Et dans ce Paris mondialisé, les haines nationales ont disparu complètement et il imagine d'accueillir les Chinois. Mon Dieu, ce qu'il a été prophétique, cet homme-là. Il avait deviné le Made in China avec 700 ans d'avance. Alors il dit, les Chinois seront nos compatriotes dès qu'ils mettront les pieds sur notre sol. Nous accoutumerons nos enfants à regarder l'univers comme une seule et même famille. Bon. Il pense que le prince, alors il n'en est pas à dire que la démocratie va naître, mais en fait il imagine un régime qui ressemble à l'Angleterre actuelle. C'est-à-dire où le prince est en réalité complètement tenu par le Parlement. Donc, alors, autre chose qu'il a pronostiqué, dont il était très fier, la prise de la Bastille, c'est la fin de la Bastille. Elle disparaît, parce que c'est un monument de l'oppression, alors qu'en 18 ans plus tard, elle disparaît vraiment, il regarde tout le monde en disant « je l'avais prédit, je l'avais prédit ». Et il imagine à la place qu'on va installer le temple de la clémence. Et il pense aussi que les richesses vont être justement réparties,
parce que les privilèges de la noblesse seront remplacés par les mérites de la bourgeoisie. Et il a alors une phrase: « On ne voit point de manœuvre se fatiguer dès l'aurore, implorant en vain une parcelle des biens qu'ils ont fait naître. » Ce sont les pauvres qui font naître les biens dont les riches s'emparent. Et les riches n'affament point ceux qui ne le sont pas. Donc un rêve d'une société réconciliée, et là on voit clairement qu'il est en train de dessiner le paradis sur Terre. Clairement c'est ça. Et c'est là qu'on voit le poids de cette religion du progrès, et d'un certain côté c'est une forme de sécularisation du discours religieux. C'est-à-dire on reprend le discours religieux sur l'apocalypse avec « voilà, il n'y aura plus ni larmes, ni pleurs, ni quoi que ce soit », et on le remet dans la marche du temps, mais du temps construit par l'homme. Donc les Lumières sont des croyants d'un nouveau genre, convaincus que c'est à l'homme et non plus à Dieu de mener l'histoire vers le bien. Alors, cette histoire va connaître une inflexion et un infléchissement absolument décisif au XIXe siècle. Parce que, alors voilà, le loup et l'agneau qui vivent ensemble, le XIXe siècle, jusqu'au XIXe siècle et la révolution industrielle, soyons honnêtes, c'est un rêve d'intellectuel, cette histoire de progrès. Si on avait parlé à un Français en 1780, que pensez-vous du progrès et de la naissance de l'avenir, il aurait regardé les gens en disant « mais de quoi parle-t-il » Ça ne concernait qu'une petite élite de philosophes, et ça ne devient véritablement une croyance populaire et partagée quand cette religion fait des miracles. Rappelez-vous qu'une religion, pour séduire les foules, les miracles, c'est très important. Et donc les miracles de la technique arrivent au XIXe siècle. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'expression « la fée-électricité ». Tout ça est l'indice d'une atmosphère quasi surnaturelle autour des changements, des révolutions qu'apporte la révolution industrielle. Et donc le progrès est en train de changer le monde, il rend les hommes plus libres, plus puissants, plus heureux et dirige la marche de l'histoire. Alors pourquoi les hommes du 19e siècle ont été à ce point épatés par le progrès? C'est que nous, évidemment, quand on voit une voiture dans la rue, bon, même si elle est belle, superbe, et que c'est un modèle à l'électrique qui se conduit tout seul, à la rigueur, une voiture complètement autonome peut encore nous épater. Mais d'ici quelques temps, ça ne fera plus aucun effet, puisque nous vivons constamment sur un cycle de renouvellement technique. Pensez à des gens qui vivaient en fait, au 19e siècle, une vie très proche de ce qu'on vivait 2000 ou 3000 ans plus tôt. Une vie qui était en fait celle de l'agriculture et l'élevage, la conséquence du néolithique. Alors on va prendre un cas intéressant, c'est celui de Jules Verne. Alors Dieu sait si Jules Verne a écrit des livres sur le progrès technique, sur les merveilles de la science et de la technique, pour qu'on comprenne mieux pourquoi Jules Verne est clairement un évêque du progrès. Eh bien, je vous donne quelques... bon, c'est écrit depuis déjà peut-être un moment, vous avez eu le temps de le lire, mais enfin bon, je le répète. Donc en 1828, quand il naît, il faut une douzaine d'heures pour aller de Paris à Rouen. Il y a 130 km. Et c'est un terrain plat, voilà. Donc on fait du 10 km/h à cheval. Et il n'y avait pas de chemin de fer. On pensait même à cette époque, alors c'était assez rigolo, quand le chemin de fer est né, il y avait tout un nombre de discours prophétiques terrifiants sur la vitesse du chemin de fer. Et on pensait qu'à partir de 50 km/h, les poumons ne pourraient plus fonctionner normalement et que les passagers risquaient de mourir d'asphyxie. Et en 1870, donc au moment de la Troisième République, il y a 18 000 km de réseau ferré en France. Donc il est évident que pour des gens qui ont vu changer le monde aussi vite et de façon aussi radicale, la croyance au progrès, c'est presque... c'est un phénomène naturel. Et donc nous, comprenez, donc vraiment c'est le cœur de cette religion du progrès au XIXe siècle, c'est que ces progrès ont surgi sur rien. Nous, quand on voit une nouvelle invention, elle arrive sur une suite d'inventions, alors sans doute que la seule qui nous épatera vraiment le jour où elle arrivera ou pas, ça sera un humanoïde aussi intelligent et conscient que nous. Là, je pense que là, on sera épaté, ou peut-être terrifié. Mais en tout cas, là, on aura un sentiment de stupeur. Mais bon,
c'est intégré à notre vie. Alors que pour eux, pas. Et donc en 40 ans, je vous ai fait juste une liste très très rapide. Le train, le téléphone, les vaccins, l'électricité, la photo, le phonographe et le moteur à explosion. Tout ça à partir de rien. Donc une religion qui multiplie à ce point les miracles ne peut qu'enthousiasmer les masses. Et donc au XIXe siècle, la religion du progrès n'est plus une idée abstraite, défendue par des intellectuels. Elle devient une église dont la foi se répand dans les masses. Elle est d'ailleurs distribuée comme l'hostie des curés. Clairement, elle est distribuée par qui a la mission de distribuer cette religion du progrès? Les instituteurs. L'école de la République, quand elle naît, elle diffuse aux petits Français le rêve du progrès, et d'ailleurs c'est au nom du rêve du progrès qu'on justifie complètement le colonialisme. Apportons les lumières du progrès à ceux qui vivaient dans l'obscurité totale de l'Afrique et du reste du monde, et donc on attribue une véritable valeur métaphysique et religieuse aux évolutions de la technique. Alors, voilà pour le XIXe siècle. Alors, non seulement alors, c'était plus... Voilà, j'ai un truc de retard. Hop. Alors, progrès et XXe siècle. Alors, il y a une idée qui était très fréquente dans les profs d'histoire sur la question du progrès. Beaucoup avaient fait mourir la notion d'un progrès après la Seconde Guerre mondiale. On disait non, vu à quel point ce que la science est capable de construire, et la technique est capable de construire, vu la responsabilité massive des physiciens dans la bombe nucléaire, vu toutes les horreurs techniques de l'esprit administratif, de la gestion des flux, de la Shoah, clairement, le progrès ne peut pas survivre aux trois monstres qui sont là, à eux trois à peu près 80-90 millions, 80 millions de morts à peu près pour ces trois personnages. D'ailleurs, Mussolini est un petit joueur, c'est pas très honnête de l'avoir mis. On aurait dû mettre évidemment Mao, puisqu'à lui tout seul, c'est la population française actuelle qui l'a mis à mort. Donc, la grande question, c'est de savoir si la religion du progrès a pu survivre aux guerres mondiales et au totalitarisme. Et longtemps, les sociologues ont dit mais non, plus personne ne croit au progrès. Alors, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Je pense que ça, c'est un grand classique des sociologues, c'est de croire que l'esprit est plus important que le corps. Ils sont cathares, les sociologues, quand on les laisse faire. Ils pensent que ce sont les idées qui mènent le monde. Et ils oublient que peut-être c'est aussi les ventres et les conditions matérielles qui mènent le monde. Et donc, je crois vraiment que c'est une idée reçue d'intellectuels de croire que le progrès comme mythe essentiel, comme religion, disparaît dans les années 45-50, parce que, d'après moi, elle valorise beaucoup trop le domaine des idées et elle dévalorise le domaine matériel, celui des conditions de vie. Moi, je pense que tant que la religion du progrès nous améliore nos conditions de vie, on refuse de l'abandonner. Et on y croit encore. Alors bien évidemment, après les années 50, on ne croit plus au progrès moral. C'est fini de penser que le progrès technique et scientifique améliore le corps de l'homme. Ça, c'est terminé. Mais par contre, on croit encore que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que, en fait, là, on n'en est plus à une religion qui exhibe des miracles. Miracle a fait l'électricité, miracle le moteur à explosion. On est une religion qui les donne aux gens, ces miracles. C'est un peu différent de vénérer un miracle sans en être touché et de repartir en étant soi-même un miraculé. Que se passe-t-il entre les années 45 et les années 80? C'est une phase que tous les étudiants ou tous les élèves qui ont eu des cours sur cette période-là s'appellent, grâce à Alfred Sauvy, les 30 Glorieuses. Il se passe que la religion du progrès va nous rendre riches et vieux. Grandiose. Elle va nous faire vivre à peu près, la religion du progrès, si on met le curseur à 100 ans avant, 1850-1950, 2 fois plus vieux. Je rappelle à tous que la moyenne, à peu près, d'espérance de vie en 1850 en France, tourne autour de 40 ans.
en 1950. Alors on n'est pas encore à 80, mais on ne va pas tarder à le devenir, hein, parce que ça bouge évidemment beaucoup plus lentement. Et d'ailleurs, ces derniers temps, ça a tendance à reculer, hein, l'espérance de vie. Donc, une religion qui nous fait vivre 2 fois plus longtemps. Et une religion qui va multiplier notre niveau de richesse par quasiment, sur un siècle, presque 20. Nous sommes 20 fois plus riches que nos ancêtres, pas très éloignés, nos ancêtres de 1900, aujourd'hui. Alors, évidemment, on a beau connaître, hein, l'Église en question a beau connaître quelques regrettables écarts de conduite, qui se chiffrent en dizaines de millions de morts, bon, mais c'est tout. On peut tout pardonner à celle qui a changé notre vie. Et donc, dans le pessimisme ambiant sur l'époque moderne, il faudrait quand même, je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée, de temps en temps, de comparer notre sort, nous, aujourd'hui, à celui de nos ancêtres il y a 100 ans. Clairement, nous vivons une vie infiniment plus confortable qu'eux. Non, ça n'a absolument rien à voir. Donc la croissance économique, alors là vous avez la pyramide donc des âges, vous voyez, en 1750, moins de 30 ans, et aujourd'hui, hein, 80, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça s'éteint. Alors, les revenus, alors là, bon, le schéma, évidemment, une blague, hein, c'est pas un schéma très scientifique, mais je peux vous le donner. Le PIB, en 1913, juste avant la guerre, et le PIB actuel a fait un fois 14. Alors, normalement, si vous avez suivi, j'ai dit un fois 20 pour nous, mais c'est parce que la population n'a pas grandi aussi vite. Donc, en fait, si vous comparez le PIB plus le PIB par habitant, vous tournez entre, suivant les calculs et les modes de calcul, entre 1 fois 17, 1 fois 20, hein, à peu près ça, l'ordre de grandeur, en termes d'explosion de notre richesse. Donc nous disposons d'un niveau de vie qui n'a absolument plus rien à voir avec celui de nos ancêtres. Et surtout, au XXe siècle, il y a un phénomène agréable qui se produit, on appelle ça le pacte fordiste, c'est que ce niveau de vie, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est cette période de l'histoire qui va faire naître les classes moyennes, qui va faire sortir les gens de la pauvreté, pour les amener à former une immense classe moyenne de gens qui vivent tout à fait correctement, voire même dans une très grande aisance si on la compare à ce qui était le cas avant. Pourquoi? Parce que les patrons de l'époque comprennent bien qu'il est essentiel de bien payer son ouvrier si on veut que son ouvrier dépense ses sous pour acheter les produits fabriqués par les patrons. Donc il y a un lien très fort entre salariés et clients consommateurs à l'époque. Et donc il est essentiel, si on veut maintenir la vigueur de la consommation intérieure, de redistribuer l'essentiel des profits. Alors aujourd'hui c'est plus du tout le cas, mais je tiens à rappeler qu'à l'époque, les 3/4 des profits faits par les patrons de l'époque des 30 Glorieuses sont redistribués à la population, aux salariés. Et c'est ça qui va faire le dynamisme économique des 30 Glorieuses. À l'époque actuelle, le pacte fordiste s'est cassé la figure, hein, de façon d'ailleurs tout à fait délibérée. Hein. Il ne s'est pas cassé la figure comme ça, il s'est cassé la figure quand les patrons se sont dit finalement il y avait peut-être des ouvriers au bout du monde qui pouvaient travailler pour bien moins cher que les Français. Enfin, tout le système s'est déréglé dans les années 80-90. Donc c'est à cette époque qu'on va inventer un nouveau type de société, la société de consommation, et c'est bien évidemment le progrès continu des sciences et des techniques qui est son fondement. Donc voilà pour, on a pris un certain temps, mais pour raconter l'histoire. Donc nous en fait, quand on arrive maintenant, là en 2019, on arrive dans une histoire où le progrès, la religion du progrès, l'air de rien, elle avait gentiment continué sa carrière jusqu'à assez tard. Et moi, j'aurais tendance à noter le début de l'avenir véritable, c'est-à-dire de nos vrais ennuis, aux 20 dernières années. Alors, quel est mon indice là-dessus? Pour les publics. En 89, chute du mur. Que dit-on? Ouh, la démocratie va s'étendre partout sur Terre. C'en est fini du vilain totalitarisme communiste. Donc, on dit ça. Ensuite, réunification de l'Europe et monnaie unique. Et on dit, le reste du monde n'a qu'à bien se tenir, nous avons fait l'unité. Donc on croyait à la fois
entre 90 et à peu près, allez, les aventures de Ben Laden, jusqu'aux années, pour moi, hein, vraiment, la fin de la religion du progrès, bah, première date officielle, les tours, le début du terrorisme et une histoire complètement différente. C'est-à-dire que le climat s'est assombri, mais très récemment. Ces 10 années-là, très clairement pour les avoir vécues, hein, 1990-2000, étaient des années tout à fait enthousiasmantes pour les Français. Il n'y avait pas du tout l'ambiance qui existe aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour la première fois dans l'histoire, vraiment pour la première fois, nous vivons en compagnie de l'avenir véritable. Nous ne sommes plus dans le futur balisé, ou dans un avenir pris en charge par le progrès qui lui en donne un visage rassurant. Nous vivons vraiment, depuis le début du XXIe siècle, dans l'avenir véritable parce que c'est fini. La religion du progrès, maintenant, si vous demandez aux gens qui croient encore que le progrès, que le futur sera meilleur que le présent, par exemple, si on pose la question aux Français, qui pensent que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, on a même moins de 10% des gens qui répondent ça. Hein, c'est-à-dire qu'il y a 90% des Français qui pensent que demain sera plus sombre qu'aujourd'hui. Et alors il faut se demander pour quelles raisons, on vit dans l'avenir véritable. Alors c'est bien gentil de le dater au début du XXIe siècle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a plusieurs raisons qui nous fait ne plus croire à la religion du progrès. Alors la première, c'est qu'on a perdu, ce que je disais tout à l'heure avec Jules Verne, notre émerveillement face à la technique. C'est-à-dire que pour nous, la technique est devenue une évidence. C'est un dû, c'est quelque chose auquel on a droit. Nous devons être riches, nous devons vivre vieux, nous devons voir nos revenus augmenter. Et on a complètement oublié, hein, dans cette aventure, que les taux de croissance des 30 Glorieuses étaient complètement exceptionnels. La Chine est en train de les abandonner, ces taux de croissance-là. C'est les taux de croissance du passage de la charrue au tracteur. Évidemment, quand vous voyez arriver les machines vraiment pour la première fois, vous avez une explosion des taux de croissance. Mais après, quand vous prenez le tracteur numéro 1 contre un tracteur numéro 2, c'est fini. Vous aurez une augmentation du taux de croissance, mais finalement, ce que tout le monde râle avec les 1%, mais c'est, d'un certain côté, logique. C'est un taux de croissance normal, une fois que la période de transition entre le néolithique et la révolution industrielle a pris fin. Et donc, les hommes politiques, d'ailleurs, là-dessus, sont d'une malhonnêteté folle. Au lieu de le dire de façon claire et nette, bon, 1-2%, voilà ce qu'on peut compter, ils font croire encore, enfin, je ne sais pas s'il y a encore des gens pour les croire là-dessus, que peut-être on pourrait avoir des taux de croissance plus élevés. Mais non, c'est une histoire qui ne se renouvellera pas. Et c'est ce qui nous amène d'ailleurs, cette histoire que le progrès est un dû, le progrès, l'amélioration continue de nos modes de vie et de nos niveaux de vie est un dû, c'est ce qui nous amène à considérer qu'aujourd'hui nous sommes en crise. Est-ce que nous sommes réellement en crise avec une augmentation continue du taux de croissance? Elle continue. Alors le problème, évidemment, l'augmentation continue actuelle du taux de croissance, c'est la redistribution de ce taux de croissance qui se fait de plus en plus mal. Bon, ça par contre, ça c'est un vrai problème. Alors ça c'est la première raison. Alors revenons par exemple sur la question, donc c'est un dû d'être plus riche et c'est un dû de vivre plus longtemps. À la fin, enfin au siècle dernier, mourir à 65 ans, c'était mourir au bel âge, c'était le bel âge pour mourir. On mourait après 65 ans, on était un phénomène de foire. Pour la petite histoire, Fontenelle, qui était un philosophe du XVIIIe siècle, est mort à plus de 80 ans. Eh bien, il était quasiment estampillé phénomène de foire. Les gens venaient le voir en disant « mais c'est pas vrai qu'il est encore en vie ». Mais c'est pas possible. Bon. Et donc, aujourd'hui, mourir à 65 ans, c'est un trépas de jeunesse. C'est absolument anormal. C'est une mort prématurée. Et donc, nous nous habituons, évidemment, qu'on s'habitue à ce luxe d'une vie toujours plus riche et toujours plus longue. Alors, deuxième chose qui... bon, bah voilà, on n'a plus d'émerveillement vis-à-vis de la technique. Donc, c'est la première raison qui nous conduit à ne plus croire en la religion de la technique. Deuxième raison, c'est qu'évidemment, la religion du progrès a été un des grands cris de guerre des totalitarismes. C'est-à-dire que les pires totalitaristes qui se sont abattus sur le monde l'ont tous fait, hein, que ce soit les nazis, que ce soit les communistes, au nom de la religion du progrès.
Alors, le progrès était censé inventer un nouvel homme, plus moral, plus libre, plus heureux. Et en inventant ce nouvel homme, eh bien, ils ont fait naître les formes les plus abominables de dictature. Et Claudel l'avait vu, et Claudel avait trouvé une formule assez rigolote. Quand l'homme essaye d'imaginer le paradis sur Terre, il fait tout de suite un enfer très convenable. Donc, bien évidemment, hein, dans notre religion qui a survécu à l'idée du progrès technique, la version morale des événements avait disparu. Alors, la troisième raison sur laquelle va tourner cette conférence jusqu'à la fin, c'est la raison écologique. La raison décisive de la mort du progrès pour nous, c'est qu'on a conscience maintenant que la technique et la nature, ou la technique en tout cas telle qu'on la conçoit depuis maintenant 300 ans, sont incompatibles. Et on a conscience que la société du progrès technique, la société de consommation qui adoucit et facilite notre vie, n'est pas durable. Et plus nous profitons aujourd'hui de tout ce qu'elle a à nous donner, plus nous donnons à l'avenir un visage terrifiant. Alors, dans la série des sympathiques, hein, parce que je dis qu'on ne parlerait pas des icebergs qui nous attendent, mais je ne résiste pas au plaisir sadique de lire un peu le dernier rapport du GIEC, je ne sais pas si quelqu'un peut mettre son nez là-dedans. Donc en octobre 2018, il y a 3 mois, le GIEC a rendu un rapport alarmant. Alors dans ce rapport, il y avait un codicile très intéressant sur ce qu'ils appellent l'emballement climatique. Alors ça c'est le pompon. Ça veut dire, en fait, concrètement, l'emballement climatique, même si on tient toutes nos promesses, ce qu'on ne fait pas, hein, et qu'on arrive à limiter le réchauffement à 2 degrés. Alors, c'est qu'une hypothèse, attention, hein, je ne suis pas en train de jouer les Cassandres et les prophètes de malheur, c'est pas sûr. Hein. Mais il y a un risque d'emballement climatique, c'est-à-dire que à 2 degrés, la Terre pourra emballer, tout un nombre de phénomènes peuvent se produire qui va renforcer le réchauffement, même si nous, les humains, on le maintient à 2, on peut atteindre à la fin 5 degrés de réchauffement. Alors, qu'est-ce qui ferait que le phénomène se produit? En fait, il y a 3 immenses facteurs inquiétants dans le climat aujourd'hui. La fonte du permafrost, c'est-à-dire les terres gelées du Nord qui commencent, hein, elles ont déjà commencé à fondre. D'ailleurs, il y avait une maladie rare qui était dans un renne qui était mort bien gentiment dans le permafrost et qui a été libéré par la fonte du permafrost, qui a été attrapé par des humains au Sibérie. Donc le phénomène a commencé. Alors, encore les maladies rares des rennes, ça c'est pas très grave. Ce qui nous attend dans le permafrost, c'est le méthane. Si le méthane est libéré, il est 25 fois plus puissant comme gaz à effet de serre que le CO2. Et il y a d'immenses quantités de méthane dans le permafrost. Donc, 1. 2. La déforestation. On rappelle, hein, tout le monde le sait, mais la déforestation, l'air de rien, en 30 ans, on a perdu en Amazonie la surface de la France et du Portugal. Donc c'est des trous qui commencent à devenir vraiment énormes. Je n'ai pas montré les cartes parce que ce n'est pas mon sujet, mais clairement la déforestation fonce très rapidement et on sait bien que normalement la forêt retient le CO2. Et il n'y a pas que la forêt qui la retienne, les océans le font aussi. Les océans sont des éponges à CO2. Alors la chimie des océans est très complexe, mais les océans pourraient arriver à saturation. Hein, c'est ça la thèse du GIEC. Donc, déforestation, saturation d'effet éponge des océans, plus dégagement du permafrost, ça donnerait 5 degrés de plus, et avec 5 degrés de plus, ça rendrait inhabitable une partie importante de la planète. Ça voudrait dire une augmentation du niveau des océans de 10 à 60 mètres. Et à la fin, les 2/3 des grandes métropoles seraient submergées. Bon, c'est évidemment qu'une hypothèse. Mais c'est quelque chose qui nous est devenu insupportable. Et je pense que c'est pas par hasard qu'il n'y a pas tellement de monde ce soir. Hein, les questions sur l'avenir perturbent tout le monde. Ces discours-là, même s'ils les clament en criant très fort, on se bouche les oreilles pour ne pas les entendre.
Alors, on va essayer de comprendre. Donc, non seulement le progrès technique a totalement cessé de nous promettre un avenir meilleur, c'est même l'inverse qu'il est en train de se produire sous mes yeux. Notre désir effréné de consommation risque de faire vivre à nos descendants dans un monde au moins temporairement cauchemardesque. Hein, je pense que temporairement est important, parce que je n'imagine pas une seconde que l'humanité puisse disparaître avec ces événements-là. Nous sommes devenus beaucoup trop puissants pour ça. Mais en tout cas, on va bien savonner la planche de nos descendants. Et donc, les scénarios sur l'avenir rendent aujourd'hui à celui-ci son visage inquiétant. Et donc en fait, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est l'obsession de l'avenir dans l'époque actuelle. Autant le futur fait notre force en tant qu'espèce, notre supériorité parce que le futur est maîtrisé, autant l'avenir fait notre faiblesse. Il est rempli d'incertitudes et de chaos, de risques et de menaces. Et pour la première fois dans l'histoire, nous sommes vraiment prisonniers de l'avenir. D'ailleurs, ça donne une explosion des problèmes d'angoisse chez l'être humain moderne. Hein, ça, si j'étais psychiatre, j'aurais tout un chapitre à dire là-dessus. Nous vivons pour la première fois sous la menace de l'avenir, car c'est lui qui polarise le présent. Alors, combien d'angoisse l'avenir nous réserve et nous fait vivre? L'avenir est devenu d'ailleurs, très clairement aujourd'hui, une préoccupation de tous les instants. Alors, à titre individuel, ça donne nos enfants, nos retraites, nos futurs cancers du poumon. Au plan collectif, ça donne que nous vivons aujourd'hui comme cernés par l'avenir. Hein. Alors, nous nous abritons dans le refuge précaire du présent, sans savoir quelle griffe de l'avenir se saisira de nous la première. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en faire plein. Une nouvelle crise boursière, une remise en cause de l'État-providence à bout de souffle, une hausse massive du chômage due à l'IA, parce que sans compter qu'à ça, bon, ça on n'en parle pas, mais évidemment ça peut faire naître des inquiétudes, des vagues de migrants dues au désordre du monde, tout cela en attendant bien sûr l'apothéose écologique. Et donc on comprend très bien pour quelles raisons on a toujours essayé de fuir l'avenir. Alors aujourd'hui, quelle est notre grande fuite? Eh bien notre grande fuite, c'est le divertissement. Les écrans, que va-t-il arriver à Jon Snow et à Daenerys Targaryen? Heureusement, en avril, on saura. Bon, ben c'est ça. Clairement, que faisons-nous aujourd'hui? Nous nous cachons, évidemment, dans un monde pareil, cerné par de telles menaces, on comprend bien que nous nous disions où est la sortie? Où peut-on se cacher et trouver refuge? Et donc, moi, j'analyse complètement, je vois une corrélation évidente entre cette terrible menace de l'avenir et le poids sans précédent du divertissement. Sinon, c'est incompréhensible que aujourd'hui les Américains passent en moyenne plus de 6 heures par jour devant les écrans et que nous venons juste derrière. C'est la première activité éveillée de l'homme, c'est ce qui fait le plus, à part dormir, être devant des écrans. Et il est devant un monde, en fait, il cherche refuge hors du temps présent. Et c'est assez intéressant de regarder les plus gros succès des 20 dernières années en termes d'imaginaire, en termes de réussite fictionnelle. Alors, Harry Potter, en numéro 1, Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones. Donc vous avez le bouquin le plus vendu, 500 millions d'exemplaires, Harry Potter. Le Seigneur des Anneaux, le film, avec tous les épisodes Bilbo, le plus regardé. Et Game of Thrones, la série qui bat absolument tous les records d'audience. Et à chaque fois, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas dans l'avenir et ses peurs. On est à fond de son, demi-tour, tout vers le passé, le plus lointain possible, ce qui n'a aucun lien avec notre époque moderne. Nous cherchons absolument à trouver, d'ailleurs, une des caractéristiques de ces trois mondes-là, c'est qu'il n'y a aucune technique. Ce sont des mondes sans technique. Il y a de la magie, il y a des dragons, il y a des épées, il y a tout ce que vous voulez, mais il n'y a rien qui ressemble à la religion de la technique dans laquelle, enfin la religion mourante dans laquelle nous vivons. Donc, alors maintenant, évidemment, les discours apocalyptiques, parce que c'est quand même assez apocalyptique, les discours du GIEC, ce ne sont pas des discours sadiques.
Non, les membres de tout le monde écolo qui tiennent des discours menaçants ne le font pas pour nous pourrir le présent. Ils le font dans le sens apocalyptique, dans le premier sens du terme, c'est-à-dire un avertissement. Ils projettent dans l'avenir les menaces du présent pour que nous puissions les identifier et bien évidemment nous en prémunir, combattre ce qui doit être combattu. Donc ces discours menaçants tenus sur l'avenir ont une valeur d'avertissement et tous nous racontent en fait la même histoire, à savoir voilà ce qui se passera dans l'avenir si nous laissons faire les choses, le cours des choses. Et d'ailleurs c'est assez amusant de voir qu'aujourd'hui, ce qui était avant le rôle de l'histoire, c'était l'histoire normalement qui devait éclairer l'avenir, est devenu en fait, c'est l'avenir qui nous permet de servir d'avertissement. C'est les discours sur l'avenir qui nous avertissent et non plus les discours sur le passé. Alors, Confucius disait la phrase suivante, étudie le passé si tu veux connaître l'avenir. Mais nous, on vit dans un monde qui n'a plus aucun lien avec le passé. Le passé ne peut pas nous éclairer sur ce qui nous menace. Et donc, la révolution du progrès technique est en fait tellement violente qu'elle a rompu la continuité temporelle. Il y a un trou. Le passé n'éclaire plus le présent et l'avenir. Et désormais, seuls les discours sur l'avenir peuvent nous enseigner les leçons que nous avons besoin de connaître. Et dans cette perspective, l'idée était que plus les discours étaient menaçants, plus ils servaient ce que Hans Jonas a appelé l'heuristique de la peur. Alors ça voulait dire quoi, l'heuristique de la peur? Ça veut dire qu'en découvrant la peur, on va avoir tellement peur dans le présent qu'on va tout faire pour que l'avenir décrit n'arrive pas. C'était ça, donc Hans Jonas, c'est le premier philosophe à avoir réfléchi vraiment à non seulement la fin du progrès technique, mais l'idée que plus on est puissant, plus il y a une ombre en fait derrière le progrès, et l'ombre du progrès technique et de la puissance, c'est la totale annihilation de l'espèce humaine. Donc il a compris le danger qu'il y avait à devenir trop puissant. Et dans son idée, plus un système a de pouvoir, plus il peut mener au désastre. Et donc cette situation d'impérialisme de la puissance a fait naître chez Hans Jonas un nouvel impératif moral. Il a repris les impératifs moraux de Kant pour en donner une version qui est devenue d'ailleurs la définition même de ce qu'on appelle le développement durable. Alors la phrase est écrite, c'est « agis de telle façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre ». Et donc c'est assez intéressant, c'est la première fois dans l'histoire de la philosophie qu'un philosophe fait appel à la peur. Normalement, la peur, c'est le sentiment à combattre en philosophie. Et là, il se sert de la peur, en tout cas, il essaye de se servir de la peur pour éviter les catastrophes à venir. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'en réalité, il y a toujours eu un rapport très fort entre peur et technique. Donc, normalement, la technique, c'est quoi? La technique, c'est ce qui nous permet de lutter contre nos peurs. Le premier objet technique qui nous a été donné par Prométhée pour les Grecs et par, je ne sais pas quoi, je ne sais pas s'il y a eu un grand homme à un moment donné ou une somme de répétition, c'est le feu. Donc le but, évidemment, c'est que la technique sert à lutter contre la peur de la nuit noire, la peur des animaux féroces, toutes les peurs qui ne cessaient d'assaillir les pauvres singes nus que nous étions. Et aujourd'hui, inversion totale des choses, donc la technique contre la peur, et maintenant, il faut se servir de la peur contre une technique qui est devenue tellement puissante qu'elle pourrait conduire à la catastrophe. Donc, on demande à la peur de lutter contre les excès et l'ivresse de la technique. Alors maintenant, la grande question est de savoir, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on arrive à nous faire peur? Déjà, ça marche devant un public clairsemé. C'est un indice, ça. C'est un indice. Les conférences écolo, de façon générale, les discours écolo, reçoivent assez peu de public. Parce que c'est quelque chose où, au fond, on veut se fermer les oreilles plutôt que d'avoir à l'entendre. Donc, clairement, ça marche pas. Ça marche pas.
on a beau être prévenu, parce que clairement on l'est. Hein. Là, maintenant, on l'est. Alors, c'est l'affiche de 2012. Bon, c'est extraordinaire, cette scène. Évidemment, il n'y a aucune chance que ça arrive jamais, mais ça donnait des effets visuels dingues. Vous avez un brave bonze qui est au Tibet et qui voit arriver une vague tellement gigantesque qu'elle recouvre l'Everest. Ah, c'est pas 60 mètres d'augmentation du niveau des mers. Bon. Bon, l'histoire était délirante, mais par contre, Emmerich il a obtenu d'ailleurs pour 1980, enfin, le jour d'après ce film-là, un prix écolo. Emmerich avait tout à fait conscience de faire une œuvre écologique. Et l'idée, c'est vous étiez prévenus. Alors clairement, on est prévenus maintenant. Les sommets se multiplient, il y a des COP tous les ans, pour ceux qui ne le savent pas. Je pense qu'à part la COP 21 à Paris, peut-être tout le monde ne sait pas qu'on est passé à la 24. Non, hein. On ne sait pas en fait, on leur laisse leur vie hein, à ces trucs-là. Hein. Le GIEC médiatise ses rapports, quand il raconte des histoires d'emballement climatique, il n'y a que les masos dans mon genre pour les lire. Et donc entre les rapports, les institutions, les concepts, tout un monde est né depuis 30 ans. Et en fait, toutes disent la même chose, voilà ce qui se passera si on fait rien. Et en réalité, toute personne qui prend la peine, par exemple, de comparer leur discours, et ça, voilà, hein, là on a la preuve que ça ne marche pas, leur discours d'année en année ne peuvent que constater une chose, ils s'aggravent. Moi, il y a 6 ans, j'ai fait une conférence sur l'écologie. Les chiffres les plus inquiétants que j'avais il y a 6 ans sont devenus les chiffres les plus optimistes d'aujourd'hui. Et dans tous les domaines, rien ne s'améliore. Tout s'aggrave. Et donc, cette aggravation n'a qu'une seule explication. Nous savons, alors nous, attention, hein, pas que nous, les pauvres malheureux qui essayons de trier nos déchets et d'acheter des produits en cycle court, nous, notamment, les 100 plus grosses multinationales de cette terre qui font à elles toutes seules les 2/3 du réchauffement climatique. Donc nous, en tant qu'espèce, avec évidemment un prix d'honneur pour les plus grosses entreprises de ce monde, nous savons, mais nous refusons de changer de comportement. Nous refusons de changer de comportement, nous ne voulons pas changer de comportement. Et c'est ça, c'est ce décalage entre l'ampleur de cette crise qui nous attend et notre refus de changer qui a expliqué la démission de Nicolas Hulot. Alors, les 30 minutes qu'il a passées à expliquer pourquoi il a démissionné, je ne saurais trop vous les conseiller. Et là, j'en ai mis à peu près 4-5. Alors, bon, c'est peut-être on va s'en sortir. Vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'il dit. Parce qu'il a parfaitement compris la contradiction entre notre monde moderne et ce qu'impliquerait de changer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que nous assistions alors, je sais pas si globalement les uns et les autres à la gestation d'une tragédie bien annoncée dans une forme d'indifférence. La planète est en train de devenir une étuve, nos ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité fond comme la neige au soleil, et ça n'est pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire. Et surtout, pour être très sincère, mais ce que je dis vaut pour la communauté internationale, on s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique, marchand, qui est la cause de tous ces désordres. Donc la réponse à votre question, non, je ne comprends pas comment, après la conférence de Paris, après un diagnostic imparable qui ne cesse de se préciser et de s'aggraver de jour en jour, ce sujet est toujours relégué dans les dernières priorités. Il y a l'apathie de la communauté internationale, Nicolas Hulot, et puis il y a le gouvernement auquel vous appartenez. Dimanche dernier, Édouard Philippe a donné dans une grande interview au Journal du Dimanche les grandes lignes budgétaires à venir, pas un mot sur l'écologie dans toute son interview. Est-ce que vous avez le sentiment, après une année, disons, ambivalente quant à l'urgence écologique, que la détermination est plus grande pour cet an 2 de la Macronie, où on en restera encore aux belles paroles? Il n'y a pas que les belles paroles, il y a quand même de l'action, il y a eu de l'action dans l'année, et contrairement à ce qu'on dit, la France en fait plus que beaucoup de pays.
Ne me faites pas dire qu'elle en fait assez. Elle n'en fait pas assez, l'Europe n'en fait pas assez, le monde n'en fait pas assez. Est-ce que vous avez sursauté en voyant que sur 3 pages d'interview, il n'y a pas un mot sur l'écologie d'Édouard Philippe? Je n'ai pas sursauté parce que c'est coutumier. Et que la pression du court terme sur les dirigeants, sur le Premier ministre, est si forte qu'elle préempte les enjeux de moyen ou de long terme. C'est la vérité. Parce que sur le bureau d'un Premier ministre, il y a des exigences sociales, des exigences humanitaires, j'allais dire, qui légitimement relèguent toujours sur le côté les enjeux de long terme qui prennent notre société de court. Parce que c'est une telle remise en cause. Et on reste toujours avec cette illusion que l'enjeu écologique, et derrière ce mot, il porte même sa contradiction tant il paraît réducteur, c'est un enjeu culturel, sociétal, civilisationnel, et on ne s'est pas du tout mis en ordre de marche pour l'aborder comme cela. Moi, je demeure dans ce gouvernement, à la manœuvre d'une transition sociétale et culturelle, mais je suis tout seul à la manœuvre. Vous êtes tout seul à la manœuvre. Vous êtes tout seul dans ce gouvernement. Écoutez, il faut se dire les choses franchement. Le Premier ministre, le Président de la République ont été, pendant ces 14 mois, à mon égard, d'une affection, d'une loyauté, d'une fidélité absolue. Mais au quotidien, qui j'ai pour me défendre? Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité? Est-ce que j'ai une formation politique? Est-ce que j'ai une union nationale sur un enjeu qui concerne l'avenir de l'humanité et de nos propres enfants? Est-ce que les grandes formations politiques et l'opposition sont capables à un moment ou à un autre de se hisser au-dessus de la mêlée pour se rejoindre sur l'essentiel? Est-ce que la responsabilité, c'est simplement la responsabilité du gouvernement? Est-ce que c'est simplement la mienne? Parce que moi, mes choix, toutes les contradictions de notre société, mais simplement parce que nous poursuivons des objectifs qui sont totalement contradictoires et incompatibles. La vérité, elle est celle-là. Alors nous faisons des petits pas. Et la France en fait beaucoup plus que d'autres pays. Mais est-ce que les petits pas suffisent à endiguer, inverser et même à s'adapter parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique? Eh bien la réponse, elle est non. La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non. Alors évidemment, pour un homme comme Nicolas Hulot, c'est un véritable déchirement que de vivre ça. Hein. C'est-à-dire de voir que les chiffres sont là, les informations sont données, et que au fond, l'essentiel des hommes refusent de les entendre, ces informations-là. Alors, comment comprendre? Nous, on va essayer de comprendre ce que Hulot dit ne pas comprendre. Je pense qu'il a quelques idées quand même sur la question. Hein, quand il dit « je ne comprends pas ». Je ne comprends pas alors que la situation s'aggrave, on fasse si peu. Alors, il y a 3 façons d'envisager notre attitude face à la crise écologique. Version 1, qui est la version préférée des politiques. Alors maintenant, elle commence à être abandonnée, puisque vous avez vu quel homme politique caricatural j'ai dû mettre pour la défendre. C'est de dire que nous faisons ce que nous pouvons. Voire même la version terrible, et finalement, les grands coupables de l'état de la Terre, ce sont les autres. Alors, ça serait quand même malhonnête de dire que nous ne sommes pas aussi parfois victimes de ça. Hein. Et bon, alors évidemment, on va sortir la phrase de Trump, il faut y aller. Mais dire les grands coupables, ce sont les Américains, les grands coupables, c'est la Chine, c'est un discours qu'on entend, hein, très souvent d'ailleurs. Hein. Nous, on se comporte bien quand même. Hein. Nous, on fait le GIEC. En fait, oui, on fait rien de ce qu'on... Enfin, absolument pas. On n'est absolument pas à la hauteur des enjeux. Alors, deuxième discours, qui est de dire, bah, finalement, on agit. Ça, c'est assez fréquent. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on agit. Allez. Alors, je crois que je vais avoir besoin d'aide. Bon, allez. Bon, on va avancer. C'est bon?
C'est bon, c'est tout bon. C'est facile. J'ai l'impression que... Ça y est. Alors, donc, deuxième version des événements, dire qu'on agit, mais on n'est pas à la hauteur des enjeux. Alors moi, c'est la troisième version qui va m'intéresser. Si notre attitude n'était pas simplement de l'inertie, c'est ce qui finira mon travail, mais un désir secret de dilapider toutes les ressources avant qu'il ne soit trop tard. Alors bien évidemment, ce troisième discours n'est jamais tenu par aucune personnalité dans le monde de l'environnement. Dire aux gens, au fond, vous voulez tout gâcher pour laisser une terre terrible à vos descendants, c'est un discours qui est intenable par toute personne qui aurait de près ou de loin des intérêts dans le monde actuel du développement durable. Donc c'est pour ça que moi, je peux le tenir en toute tranquillité. Alors, pensez que l'impératif catégorique de Jonas, à savoir, non seulement est bafoué, on n'en tient pas compte, agis de telle façon que les conséquences de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre, non seulement soit bafoué, mais inversé, que nous agissons de telle façon que les conséquences de nos actions soient incompatibles avec la permanence d'une vie authentiquement sur Terre, est totalement insupportable. Et pourtant, vous allez voir, j'ai beaucoup d'arguments. C'est pas un choix que je fais comme ça, par plaisir de choquer. Je crois vraiment que non seulement nous faisons tout pour ne pas entendre le discours écologique, mais que nous prenons exactement la route inverse et qu'il y a de profondes motivations à ça. Donc je pense que nous faisons tout ce qu'il faut pour aggraver la crise écologique. Alors, quel est le signe le plus net de ça? C'est le fait que nous soyons passés, donc si on compte que le premier sommet de la Terre, c'est 92 à Rio, d'accord, à aujourd'hui 2018. On est passé en 92, on avait ce qu'on appelait une société de consommation classique. Dans la société de consommation classique, il y avait des biens partagés. Par exemple, le téléphone. Il y avait un téléphone par famille, un téléviseur par famille. Dans les années 80-90, on en est là. Et aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. On est passé de la société de consommation à la société de l'hyper-consommation. C'est-à-dire qu'on considère presque que consommer est un des nouveaux des droits de l'homme, et notamment de l'enfant. Comment tu me refuses la possession de tel objet que tous les autres ont? Donc, on a basculé dans un monde d'hyperconsommation précisément au moment où on devait réduire notre consommation, on l'a aggravé. C'est quand même assez intéressant de voir la concomitance entre les discours écologiques sur tous les problèmes que pose la société de consommation et une réaction sociale qui va qui fonctionne à l'envers de ces discours-là. Alors, Lipovetsky a appelé ça, la société actuelle, la société hypermoderne. Et il l'a définie comme l'urgence de la consommation. Ça correspond à mon idée, dépêchons-nous d'en profiter. Et donc, sa phrase, c'était « consommer au plus vite, consommer toujours plus », tel est le nouvel impératif catégorique de notre temps, qui annule évidemment totalement celui de Jonas. Alors, juste un exemple, pour qu'on voit sur quoi ça se joue. Alors, le monde des transports a été immédiatement tenu comme le premier, même si c'est pas vrai, c'est pas du tout le seul, ni même peut-être le plus important, mais il a tenu une place considérable au début dans les discours sur l'augmentation du CO2. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde des transports et qui est très récent? Des modèles absolument, mais c'est invraisemblable de penser. Alors là, je vous ai mis un SUV, bon, bref, ces modèles-là, mais c'est consommateur en termes de CO2. Alors après, on pourra mettre tous les pots catalytiques qu'on veut. N'empêche que ça ne va absolument pas dans le sens d'une réduction des gaz à effet de serre dans l'automobile. Et le plus fort, évidemment, c'est le transport aérien. Parce que je tiens à rappeler que vu le nombre de kilomètres quand on monte dans un avion, là, on est dans l'explosion en termes de dégagement de gaz à effet de serre. Et le transport aérien, c'est à peu près dans les années 90-95 qui met en place vraiment le low cost. Alors là, c'est une tentation absolument dingue. Quand vous dites aux gens, là j'ai 19,90 vols directs pour... mais vous avez par exemple l'aéroport local qui ne cesse de proposer des tarifs à moins de 50 € pour des voyages de milliers de kilomètres. D'accord? Et ça, bien évidemment,
ça pousse à une hyperconsommation qui ne se réduit pas à l'hyperconsommation d'objets, mais à l'hyperconsommation de services. Et donc, nous sommes, évidemment pour les écolos, c'est très dur de se dire que des êtres qui sont conscients des risques aggravent une logique d'hyperconsommation qui réchauffe l'atmosphère, parce que c'est clairement elle, la coupable. Clairement, c'est pas la surpopulation, la coupable. Parce que si on était surpeuplé comme le Bangladesh, la Terre n'aurait aucun problème. La surpopulation, les problèmes écologiques, on le doit à ce qu'on appelle l'empreinte écologique, c'est que plus on est un gros consommateur, plus on détruit l'environnement. Et donc, qu'est-ce que fait l'hyperconsommation? Elle réchauffe l'atmosphère, elle pollue l'air et les sols, et elle épuise les ressources. Alors, d'après moi, ce qui est en train de se passer correspond assez bien à une phrase qui a été sortie en 2007. Alors, je vous l'ai retrouvée. En 2007, un des hauts responsables d'une banque américaine qui sentait que la crise boursière énorme de 2008 arrivait, avait eu cette formule: il faut danser jusqu'à ce que la musique s'arrête. Alors, il avait tout à fait conscience de vivre à crédit. Il avait tout à fait conscience que ça allait exploser. Il vivait à crédit sur l'avenir. La seule chose qu'il ignorait était que la musique s'était déjà arrêtée au moment où il a prononcé cette phrase. Et je pense que cette attitude, cette phrase, cette formule résume assez bien notre attitude actuelle vis-à-vis de l'avenir. Nous dansons, nous consommons avec une frénésie d'autant plus grande que nous savons que la musique va s'arrêter. Et donc, nous savons bien que nous vivons à crédit sur l'avenir et sur la Terre. Alors, au niveau concret, en 2018, nous vivons à crédit sur la Terre 5 mois par an. C'est un calcul qu'on appelle le seuil du dépassement planétaire. Et la date de 2018, c'était le 1er août. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre, nous vivons à crédit sur des ressources que nous n'avons pas. Et d'ailleurs, nous vivons à crédit pour énormément de choses. Nous sommes la société de l'endettement. Nous faisons des crédits sur l'avenir et nous sommes entrés dans une espèce de logique, d'un certain côté un peu délirante, vis-à-vis de l'avenir. Alors, comment expliquer cette attitude? Alors, on pourrait dire, bien évidemment, l'égoïsme humain, à qui on demanderait un altruisme tout à fait hors de portée, se dévouer, se priver pour des êtres qui n'existent pas encore. Alors ça, c'est vrai. C'est difficile de dire qu'il faut faire des efforts, nous, se modirait, pour des gens qui ne sont pas encore nés, qu'on ne connaît pas encore. Sauf que plus l'avenir s'aggrave, plus il se rapproche. Moi, quand j'ai commencé à réfléchir sur ces questions écolo il y a une dizaine d'années, il y avait plein de schémas, c'était 2050, 2100. Maintenant, on entend des discours catastrophiques pour 2030. Donc, en fait, ça va nous concerner, nous. C'est ce qu'on a tendance à oublier, qu'on dit, bon, profitons-en, les autres, ils feront comme ils peuvent. Et non. Enfin, ça ne nous concernera pas que si nous avons le bon goût de mourir dans les 10 ans. Mais pour tous les autres, ça va. Et ça commence déjà à venir. Hein? Et donc, ça, c'est la première, évidemment, explication. Nous sommes trop égoïstes pour nous dévouer pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. Alors, il faut voir aussi que ça va concerner nos enfants. Hein, ça, quoi qu'il arrive, toutes les personnes qui ont des enfants peuvent se dire que les enfants seront concernés. Mais je pense que, en fait, la clé de notre attitude présente est à rechercher dans cette longue conférence sur l'histoire du progrès, et donc est à rechercher dans le passé. Alors, on va reprendre rapidement et, en fait, refaire un espèce de résumé rapide, très rapide, puisque alors, il est bientôt temps de finir, sur ce qu'on appelle le prométhéisme. C'est-à-dire que toute cette grande religion du progrès a une figure mythologique très importante, à savoir Prométhée. Alors Prométhée, pour la petite histoire, c'est un titan immortel qui prend le parti de Zeus et qui, dégoûté de voir que dans le partage qui est fait des qualités par son frère Épiméthée, Prométhée c'est celui qui pense avant et Épiméthée c'est celui qui pense après. Donc Épiméthée est très mal partagé, quand les hommes arrivent, il n'y a plus rien à leur donner. Et il se dit, bah, ces pauvres hommes ne survivront jamais, ils sont pauvres, nus, ils courent pas vite, ils voient pas bien, enfin bon bref, on va leur donner, et donc il leur donne le feu, c'est-à-dire la technique. Et donc l'idée, c'est qu'évidemment, ce qui nous a rendus puissants et forts et dominants sur cette terre, c'est clairement cette technique.
Donc, derrière tous les discours sur la puissance, vous avez un rêve prométhéen. Et autant pour les Grecs avaient compris la menace de la puissance. Et donc, à la fin, Prométhée est enchaîné. C'est-à-dire celui qui se croit au-dessus de tous les hommes, et c'est classique dans toutes les tragédies grecques, finit toujours mal. Pour la petite histoire, c'est la phrase qu'un agrégé de lettres classiques, à savoir le précédent ministre de l'Intérieur qui est parti du gouvernement, a sorti à Macron. Il lui a dit, il a vu en Macron une figure prométhéenne de la puissance, les dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre. Bon. Et donc les Grecs avaient vraiment une conscience de la démesure. Et nous, plus du tout, parce que nous croyons profondément à un pacte prométhéen qui est celui du triomphe de la volonté humaine. Rien sur Terre ne doit menacer le règne de la volonté humaine. Et donc, le prométhéisme a commencé par éliminer... Alors, il y a 4 puissances qui nous embêtent, nous les hommes, et qui font barrage et qui contrecarrent le triomphe de notre volonté. C'est le destin, Dieu, la nature et le hasard. Alors, dans un premier temps, les premiers humanistes, dont on a parlé, avec leur religion du progrès, vont lutter contre Dieu et le destin, au nom de l'homme et de sa liberté. Donc, première révolte, donc Dieu, donc on remplace Dieu par l'homme, le destin par la liberté. Deuxième révolte, c'est celle vraiment de la révolution technique, c'est l'idée de dire qu'il faut lutter contre le hasard et la nature. Donc toutes les grandes inventions techniques ont été autant de triomphes de la volonté contre les hasards et les nécessités de la nature. Et donc aujourd'hui, nous sommes devenus profondément des héros prométhéens. C'est-à-dire que nous ne supportons plus d'autres réalités que celles issues de notre volonté, c'est-à-dire de nos mains et de notre cerveau. Le terme d'environnement, d'ailleurs, d'après moi, est tout à fait symptomatique de ça. Au lieu de parler de nature, environnement, c'est un terme récent. Avant, on parlait de la nature. Aujourd'hui, on parle de l'environnement. Mais l'environnement, ça nous va bien pour les héros prométhéens. Ça nous met au centre. Et l'environnement, c'est ce qui nous entoure. Donc, c'est bien l'indice que la nature est reléguée au rang de périphérie. Et c'est le cœur du problème. Nous avons un mal fou à penser que nous faisons partie de cette nature. Nous avons cru Descartes, nous avons cru que nous étions les propriétaires de la nature. Et donc l'homme pense le monde à partir de lui-même, il a complètement oublié qu'il faisait partie de la nature, il a oublié qu'il est affecté par le traitement qui lui fait subir. Et donc, évidemment, renoncer au prométhéisme, en fait, pour nous, pourquoi on refuse? C'est parce que c'est renoncer à notre puissance. Et comme la puissance et la modernité sont allées de pair, clairement, qu'est-ce que nous révèle la crise écologique? L'incompatibilité du prométhéisme et de la nature. Alors, je vous cite rapidement, parce que Hulot, il avait fait, donc l'homme, dans cette revue qui s'appelle Oui Demain, que je vous conseille, qui est très intéressant, il avait fait un très long article pour septembre 2018, il avait démissionné, enfin, vous ne le savez pas évidemment, quand il a pondu l'article et qu'il a... Le monde dont je rêve en 2040. Eh bien, honnêtement, alors je vous lis les phrases, c'est l'inverse du monde actuel. Un monde où la sobriété sera devenue la norme en ayant trié dans nos affaires entre l'utile, le futile et le nécessaire. Donc la fin de la société de consommation. Notre planète peut produire ce qu'il faut pour chacun, mais nous devons réapprendre à partager. Oh, c'est fou, c'est vrai que l'époque actuelle, c'est l'époque du partage. Donc, la fin aussi, lever le nez de ces écrans, dans les propositions. Participer au développement de la société dans l'intérêt général, avec moins d'ambition économique et de désir financier. Ah, c'est clair qu'on y est. Et équilibrer entre les besoins matériels et les relations humaines. Bref, il dit à la fin, le visage de nos sociétés n'aura rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Mais il se trouve qu'au fond de notre cœur, ce n'est pas le monde que nous voulons. Le pacte que nous avons fait avec la puissance est trop fort. Alors, en conclusion, parce qu'il est temps quand même, voilà, donc voilà les phrases de Hulot, tout ce qu'il disait, sur, voilà, refuser le toujours plus, apprendre à partager, lever le nez de nos écrans, prendre plus de considération pour les autres que pour les besoins matériels. Alors, comme si nous oublions la nature, elle se vengera. Alors, que dire là-dessus?
plutôt que d'utiliser l'arme de Jonas, qui n'a pas marché, à savoir raconter des discours sur l'avenir, eh bien moi, à titre d'avertissement et de conclusion, je vous sors une tragédie, celle de Prométhée enchaîné d'Échille, qui a été écrite il y a 2500 ans. Et peut-être, j'espère que vous méditerez dans les derniers mots de Prométhée. Alors Prométhée parle à Hermès et dit la chose suivante. Que la tresse de feu à double pointe soit lancée sur moi, que la foule des mers précipite mon corps au fond du Tartare, rien n'arrivera à faire mourir le dieu que je suis. Et Hermès répond, un pareil vœu ne dénote-t-il pas une folie complète? Prométhée est fou. Et nous le sommes, nous sommes les Prométhées de l'histoire. Alors, traduisons le message pour nos oreilles fatiguées. Rien n'arrivera à faire mourir les dieux que nous sommes devenus. Le plus grand succès éditorial des dernières années, ça s'appelle Homo Deus. Ça raconte comment l'homme considère qu'il va devenir un dieu. Dieu qui a donné l'intelligence aux machines, nous sommes un Dieu créateur, nous sommes en train de faire naître nos futurs. Dieu qui vivront bientôt 500 ans. Dieu qui sont la future étape de l'évolution après le sapiens. Même si la nature se déchaîne, nous sommes tellement plus puissants qu'elle. Et nous pouvons dire avec Prométhée, rien ne fera jamais mourir le Dieu que je suis. Alors oui, c'est vrai, Prométhée le titan ne peut mourir. Zeus ne peut pas le tuer, il est immortel. C'est un titan. Et de même, nous comme lui, nous pouvons mourir comme espèce. Il n'y a aucune chance que nous disparaissions comme espèce dans les aventures qui nous attendent. Crise écologique ou pas crise écologique, montée des eaux ou pas montée des eaux, nous survivons comme espèce. Mais par contre, nous ne pouvons pas mourir, mais la folie des grandeurs de Prométhée lui a valu de connaître les supplices raffinés de Zeus. Quant à nous, nous ne passerons pas ce siècle sans avoir à les connaître à notre tour. Voilà. Encore une diapo. Il y a encore une diapo. Voilà.